Nous débutons donc cette première plénière autour du thème « Les acteurs de santé au service du développement des territoires ». Les établissements de santé sont des acteurs économiques et sociaux majeurs. Nous allons voir leur impact sur l'emploi, sur la cohésion sociale, sur l'attractivité, voir aussi quel rôle les élus et les pouvoirs publics peuvent jouer à leur côté. Pour cela, j'invite à me rejoindre le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes, le directeur général adjoint de la région Île-de-France et l'adjoint au maire de Toulouse. Merci d'accueillir chaleureusement Rodolphe Bourret, Cédric Arcos et Daniel Rouget. Messieurs, je vous en prie. Installez-vous. Vous pouviez laisser votre sacoche, on n'allait pas vous la voler. Vous venez d'arriver, en fait, c'est ça, voilà. Soyez les bienvenus tous les trois. Vous avez les micros devant vous. Avec vous, on va éclairer ce matin toutes ces questions essentielles. Je vous propose que l'on fasse un premier tour de table. Rodolphe Bourret, vous êtes d'accord? Alors, voilà. Absolument. Voilà. On fait un essai, micro? Absolument. 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 C'est parfait. Voilà, vous avez réalisé une étude sur l'impact économique de l'hôpital que vous dirigez, le centre hospitalier de Valenciennes. Alors, pouvez-vous nous présenter les grandes lignes et les principaux enseignements, s'il vous plaît? Absolument. Donc je vais juste, pour commencer cette présentation, rappeler ce qu'est le centre hospitalier de Valenciennes. Donc le centre hospitalier de Valenciennes, c'est un des plus gros centres hospitaliers généraux de France. Il emploie 5200 agents. Il a un budget de 450 millions d'euros et il est surtout établissement support d'un très gros groupement hospitalier de territoire du Hainaut-Cambrésis qui couvre une population d'à peu près 800 000 habitants. Ce groupement hospitalier de territoire regroupe 12 établissements partis publics avec 3 zones de proximité, qui est la zone de Valenciennes, la zone de Maubeuge et la zone de Cambrai. Et donc effectivement, quand on a eu cette idée, on s'est dit quel est le poids économique et social d'un établissement sur notre territoire, et on a décidé de faire une étude. Et on n'a pas voulu que cette étude soit menée par le centre hospitalier, donc on a voulu avoir une certaine neutralité. On a confié cette étude à la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, qui elle-même s'est inspirée d'études qui existaient, il n'y en a pas beaucoup, qui mesurent les impacts économiques et sociaux des établissements de santé sur leur territoire. Il y avait quelques centres hospitaliers universitaires qui avaient déjà fait l'exercice au niveau, par exemple, d'Angers ou de Saint-Étienne, qui avaient regardé les retombées, mais ça reste assez faible. Donc la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France est partie sur 3 types d'impacts. Un impact direct, un impact indirect et un impact induit. Sur les impacts directs en retombées, c'est relativement simple. Il y en a pratiquement 3. On va dire, il y a les masses salariales, qui est un impact direct. Il y a tous les achats qui concernent également ce que l'on peut injecter dans notre territoire. Et puis après, il y a les investissements. Donc ça, c'est une première étude qui a été mesurée. Après, on a les impacts indirects, c'est-à-dire qu'est-ce que va apporter une population qui n'habite pas le territoire et qui vient se faire soigner dans le territoire. Et donc ça, c'est important également de connaître un petit peu cette retombée économique, voire sociale. Et puis après, il y a les impacts induits, c'est-à-dire c'est les effets boule de neige. C'est que quand on injecte des finances dans une entreprise du territoire, cette entreprise elle-même va embaucher des agents, elle va elle-même faire appel à des fournisseurs qui eux-mêmes vont embaucher des agents, qui eux-mêmes vont faire appel à des fournisseurs. On a un effet boule de neige et c'est souvent cet effet boule de neige qui est le plus important. Alors si je regarde un petit peu maintenant au niveau des chiffres clés de cette étude, donc je le rappelle, 450 millions d'euros de budget, un impact direct sur la masse salariale 220 millions d'euros. On a 5200 agents qui sont qui travaillent sur le centre hospitalier de Valenciennes. On a 3600 agents qui résident sur le territoire. Donc ça fait à peu près 180 millions d'impact direct sur les achats.
directement les achats 110 millions sur notre territoire. 10% sont en retombée sur les fournisseurs locaux parce qu'il y a une grosse partie qui va maintenant dans les centrales d'achat, des centrales d'achat nationales. Et on a beaucoup de mal à véritablement faire appel à nos fournisseurs dans les marchés publics, hein, puisque les marchés publics, ce sont des appels d'offres qui sont ouverts et tout le monde peut compétiter. Et après, il y a tout ce qui est investissement, à peu près 20% sur des millions. Donc, ce qui fait qu'en impact direct, sur les 450 millions d'euros, on a 180 millions qui est un impact direct. Sur les impacts indirects, c'est-à-dire la population qui vient se faire soigner dans notre territoire, qui n'habite pas notre territoire, peu d'impact. Peu d'impact sur le Hainaut-Cambrésis. On a mesuré que, par des questionnaires d'ailleurs, que l'on a fait passer à nos patients, que la retombée était à peu près de 6 € par patient, ce qui n'est pas beaucoup. Pratiquement pas. Par contre, sur les impacts induits, c'est-à-dire l'effet boule de neige, on a 1,5 comme facteur à peu près de multiplication de la valeur par rapport à l'impact direct, c'est-à-dire à peu près 300 millions d'euros. Donc, ce qui veut dire qu'en impact direct, en impact indirect et en impact induit, sur 450 millions d'euros de budget, on a à peu près 480 millions d'euros de retombées économiques sur notre territoire. Et donc, c'est relativement important. Donc, voilà, pour 1 € de valeur pour la santé, c'est 1 € pour le territoire directement, voire plus. On va continuer d'abord le tour de table et puis après, évidemment, on débattra tous ensemble. Daniel Rouget, l'ancrage des établissements de santé dans les régions est très fort. Vous êtes adjoint au maire de Toulouse. Aujourd'hui, les élus locaux se plaignent d'être trop éloignés de la gouvernance de santé. C'est pourtant une préoccupation majeure des administrés. Quel rôle peut jouer le maire dans la politique sanitaire territoriale ? Bonjour à tous. Le maire, finalement, il a un rôle de politique territoriale qui peut être intéressant. Il peut se satisfaire d'un dynamisme économique de production économique en santé, mais peut-être aussi, il se préoccupe de savoir comment ces moyens de production vont être distribués à ses administrés en termes de proximité, en termes de services. Donc, il est intéressé par cela. Il peut être aussi intéressé par le facteur d'attractivité de son territoire. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? En fait, c'est la question, on vous dit, qu'est-ce qu'il peut faire? Finalement, il y a l'État, il y a l'organisation sanitaire, c'est l'État. Est-ce que le maire et une collectivité territoriale peut jouer un rôle? Moi, je suis persuadé, et le maire de Toulouse, et le président de Toulouse Métropole pense aussi ainsi, qu'il peut avoir un rôle pour faciliter des synergies entre les professionnels de santé, qu'ils soient publics et privés. D'ailleurs, j'ai l'impression que je suis un peu là pour ça, pour passer ce message. Il y a un certain nombre de questions qui sont, par exemple, que nous avons développées. L'exercice coordonné, c'est-à-dire les maisons de santé pluriprofessionnelles, elles ont besoin d'être impulsées, soutenues dans leur ingénierie et dans leur installation. Donc ça, c'est un point favorable. Il y a aussi la coopération entre les professionnels de santé pour... Finalement, peut-être, alors ça je vais prudemment, mais c'est finir avec ce clivage public-privé qui finalement ne sert pas cet intérêt général, avec une sorte d'idée de co-responsabilité. Il y a dans la loi qui nous est proposée des opportunités qui sont certainement formidables. La création des hôpitaux de proximité. Le maire, par exemple, est très intéressé par avoir plus d'urgence sur son territoire, plus de prise en charge des personnes âgées. Peut-être pas autant que finalement de la chirurgie, il en a en général sur la métropole, il a aussi de l'obstétrique, il n'y a pas de problème, c'est pas le problème des grandes villes n'est pas axé là-dedans, mais il a besoin de proximité en termes d'urgence et en termes de prise en charge des personnes âgées. Donc les hôpitaux de proximité, vraiment, il y a un enjeu très fort avec les hôpitaux de proximité qui peuvent être, comme vous le savez tous, privés au public. Il y a aussi cette question qui est posée, peut-être, c'est pas moi à la poser, mais comment on peut, au niveau de la FHP, mobiliser, transformer les intérêts de ces établissements. Il y a aussi l'idée, ce que veut faire le maire, c'est de faire de la santé une action pour tous. Je vous propose tout de suite, si vous voulez une réponse, peut-être Lamine Garbi peut répondre à cette question. Oui, je suis d'accord avec vous sur les hôpitaux de proximité. Pardon. L'idée est bonne et on la soutient. Il y a quand même une dérive que l'on constate.
sur certains hôpitaux de proximité qui font de la chirurgie aujourd'hui, et c'est vrai dans des conditions un petit peu difficiles avec ce qu'on appelle des mercenaires. C'est-à-dire des praticiens qui sont là 1 à 2 jours par semaine et qui se succèdent à des tarifs exorbitants, c'est 2 à 3 000 euros par 24 heures. Donc là, il y a un problème de qualité, un problème de coût. Et je pense que la proximité, on doit, et vous l'avez dit, arrêter cette chirurgie. Arrêter cette chirurgie, et ce que demande, et je pense que en tant qu'élu, c'est ce que vos concitoyens, nos concitoyens vous demandent en permanence, c'est de trouver un médecin. Un médecin, si possible, qui parle français, et si possible, qui vous reçoive dans des délais assez courts, dans l'urgence, dans l'homme programmé. Donc voilà, je suis en phase avec vous, et la fédération est force de proposition, et on va s'investir dans la proximité. Voilà, mais je pense qu'il faut vraiment séparer la chirurgie. Comme vous l'avez très bien dit, on est en phase. Merci de cette réponse. Les autres éléments, c'est... Bon, vous savez que maintenant, les collectivités ont de fait la compétence de la promotion de la santé. Ils l'avaient de fait, maintenant ils l'ont... donc ils sont travaillés dessus. Il y a les questions de concertation obligatoire donc, avec les élus et le DG ARS sur le territoire. Ça marche pas mal dans le territoire où je suis. Et il y a un sujet qui est peut-être le grand sujet pour nous, c'est la territorialisation de la politique de santé, avec les conseils territoriaux de santé, le projet territorial de santé, mais surtout le contrat territorial de santé. Il y a quand même des fonds qu'on peut aller chercher sur des politiques. On peut faire deux choses, par exemple. On peut faire des contrats métropole-région, il y a de l'argent pour soutenir, par exemple, des actions, mais aussi on peut aller chercher le FIR pour les contrats, dans le contrat territorial de santé avec une stratégie. Donc là, on peut aller, les collectivités, aller soutenir les initiatives, qu'elles soient publiques ou privées. Que je vous donne, mais j'arrêterai là après pour ne pas déborder, quelques initiatives qui peuvent donner des exemples. Première, c'est les consultations non programmées des médecins libéraux dans l'hôpital public, le CHU de Toulouse pour les urgences, pendant la période hivernale. C'est quand même très original de voir cet élément. Moi, je m'occupe d'un CCAS, je fais des plateformes d'évaluation et d'accueil pour les médecins généralistes pour évaluer les personnes âgées en utilisant le plateau technique. Donc, c'est le public qui met à disposition des médecins libéraux une plateforme pour faire de l'évaluation. Et enfin, c'est toute une synergie organisée pour développer les maisons de santé pluriprofessionnelles dans un parcours de soins. Voilà les éléments qui font que le maire a des choses à dire sur cette question et il a même des moyens pour les soutenir, qui sont les contrats territoriaux et qui sont des financements qu'il peut provoquer avec la synergie de la région, bien entendu. Voilà quelques idées. Alors, la région Île-de-France est représentée par Cédric Arcos. La gouvernance de santé est aujourd'hui très centralisée, au risque toujours de voir mépriser les spécificités des territoires. Faut-il rapprocher la gouvernance en santé des élus et des acteurs territoriaux? Pourquoi et comment? Vous avez 2 heures. Alors on va essayer de on reviendra évidemment sur ces sujets dans le débat, bien sûr. Tout au long des journées. Peut-être déjà rappeler le cadre, c'est qu'effectivement les régions, les conseils régionaux ont aujourd'hui peu de compétences reconnues par la loi en matière de santé. Et en 2015, on a même, au moment de la loi de nouvelle organisation territoriale de la République, retiré un certain nombre de leviers d'action qu'avaient auparavant les régions. Et pour autant, dans une région comme l'Île-de-France, donc l'Île-de-France c'est 12 millions d'habitants, c'est pour un conseil régional une intervention de près de 7 milliards d'euros, essentiellement sur la question de transport, de mobilité, sur la question de lycées. Et finalement, un acteur comme la région aujourd'hui s'intéresse de façon assez massive à la santé parce qu'on l'identifie pour nous comme un levier d'avenir et comme un levier de création économique et de création de valeur d'une façon générale, pas seulement économique, tout à fait essentiel pour le territoire. Et donc finalement, on travaille, nous, et on réfléchit sur un peu un double entrée. C'est qu'à la fois, le territoire a besoin de la santé pour son développement, et la conviction également que la santé a besoin du territoire pour se développer, en tout cas pour prendre un virage et le sortir de la situation assez délicate que Lamine Garbi rappelait dans son propos introductif. Donc le premier élément, c'est le territoire, il a besoin de la santé. Évidemment, notre vocation étant de développer ce territoire, d'en faire une région capitale, d'avoir une attractivité, une fidélisation, eh bien, on peut bien faire tous les plans qu'on veut de développement économique,
économique, industriel, de plan, etc., de mobilité, si on n'assure pas cette fonction vitale qu'est la santé, point de développement économique. Donc pour nous, finalement, notre manière d'appréhender, d'approcher la santé, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut avoir un impact durable, un impact sur les investissements, c'est-à-dire sur la préparation de l'avenir du territoire, dans un sens qui va être favorable aux professionnels de santé, à leur exercice, à l'accès aux soins d'une façon générale. Et puis l'autre élément, c'est la conviction que la santé elle a besoin du territoire, parce qu'on voit aujourd'hui qu'on met quand même beaucoup d'argent dans notre système de santé, 215 milliards d'euros, on a beaucoup d'énergie, c'est des budgets qui sont quand même pour la nation en progression, et pourtant, constat terrible que faisait encore Lamine il y a quelques instants, et pourtant un peu un sentiment aujourd'hui de désarroi ou en tout cas de profonde interrogation sur le sens de ce système. Et l'analyse qu'on fait, moi l'analyse que je porte, c'est de se dire que finalement, on est sans doute peut-être en train de rater quelque chose dans notre système, qui est ce virage des territoires, et de connecter beaucoup plus fortement, dans les faits, la santé au territoire. Et finalement, nous, notre postulat, il est très simple, c'est de se dire, si on veut donner accès à la population, à la santé, si on veut en faire un élément majeur de préparation de l'avenir du territoire, et on sait tous ici, sans être des grands experts des relations internationales, on voit bien que la santé aujourd'hui fait partie de la compétition internationale et fait même partie d'éléments de la souveraineté, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit la maîtrise d'un certain nombre de molécules, que ce soit... On est moins bien classé qu'il y a quelques années d'ailleurs. Malheureusement, effectivement, on voit qu'on a toujours un énorme tissu de recherche, de valorisation, etc. Mais que derrière, quand il s'agit de créer des entreprises, qu'il s'agit d'être dans la compétition mondiale, malheureusement, on est un petit peu moins fort qu'auparavant. Et donc, du coup, la santé, elle a besoin vraiment du territoire. Et je crois que vraiment l'enjeu de demain, c'est ce que l'OMS appelle de façon assez simple, Health in all policies, c'est-à-dire de mettre la santé dans toute le politique. Et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire quand on pense transport, quand on pense logement, quand on pense développement durable, quand on pense formation, quand on pense structuration d'intelligence, comme ce qu'on fait à Saclay, ce qu'on fait à Cancer Campus autour de Gustave Roussy, etc., c'est systématiquement d'avoir cette obsession de la santé, de se dire en quoi les investissements qu'on réalise sur le territoire, ils peuvent avoir un impact sur la santé et en quoi ils peuvent nous amener à être plus forts dans notre projet de territoire pour nourrir ce projet de santé. Voilà, 3 questions, 3 réponses qui faisaient figure un peu d'introduction. Maintenant, on va entrer un peu plus dans le détail de certains éléments que vous venez d'avancer tous les 3. Rodolphe Bourré, en ce qui concerne, pour commencer, l'impact économique et social des établissements de santé. Quelle peut être leur contribution en termes d'emploi, par exemple ? Elle est très importante, puisque souvent, les établissements de santé sont les plus gros employeurs d'un bassin de population. Si je regarde la population au niveau de Valenciennes, 44 000 habitants, 5 000 qui travaillent au centre hospitalier, donc ce n'est pas négligeable. Si je regarde au niveau des actifs sur le territoire du Hainaut-Cambrésis, les actifs c'est 150 000 personnes, le GHT c'est 15 000 personnes, donc c'est 10%. Donc ce qui veut dire que sur l'employabilité, un établissement de santé compte énormément. Quand on crée de l'emploi, comme on vous l'a dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, derrière il y a tout un effet boule de neige. Donc dans les pactes, par exemple, social que nous avons mesurés, sur les 3600 qui résident sur notre territoire, ça permet de créer 3000 emplois supplémentaires. Donc on voit qu'on est véritablement une vraie richesse sociale. Mais est-ce que vous avez le sentiment que le rôle économique et social de votre établissement, le centre hospitalier de Valenciennes, est suffisamment bien perçu et à sa juste valeur, j'allais dire, par les élus locaux ? Alors oui, il faut avouer de plus en plus, et au niveau des conseils de surveillance, par exemple, ce sont les maires qui président les conseils de surveillance et donc ils sont très impliqués. Par contre, là où effectivement il y a un peu plus de difficultés, c'est pour ce qui est de la cohésion d'une politique santé sur le territoire. On voit bien qu'il y a différentes structures de santé qui sont des structures de santé, soit santé pure, le soin, soit le médico-social, soit le social. Et c'est vrai que pour un élu qui n'est pas obligatoirement un professionnel de santé, c'est difficile de s'y retrouver dans l'ensemble des initiatives et des structures qui existent sur un territoire. Et si on veut véritablement avoir une vraie prise en charge du citoyen, eh bien c'est au moment où il naît jusqu'au moment où il meurt, et il faut le prendre en charge tout au long de la vie. Et c'est là justement la difficulté, c'est d'avoir une vraie politique de santé
territoriale. Alors on a des agences régionales de santé qui ont des projets régionaux de santé, qui déclinent donc des politiques nationales de santé sur le territoire, mais tout ça, c'est loin de la proximité. Et c'est vrai que ce qu'on a besoin, c'est qu'à un moment donné, il y ait une cohésion au niveau des élus pour essayer de définir véritablement une vraie stratégie locale. Vous pouvez peut-être en dire un mot tous les deux, Cédric Arcos et Daniel Ronget, justement, comme vous entendez ce qui vient d'être dit. Comment bâtir au niveau régional, territorial, une politique de santé, j'allais dire presque qui participe de l'identité d'ailleurs de votre région? Alors, je crois que la question, elle est effectivement globale. On est aujourd'hui limité, je pense, par les outils, puis par une vision de la place de l'élu. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que finalement, on met les élus dans beaucoup d'endroits, mais on oublie parfois de les mettre là où c'est essentiel. C'est-à-dire que, pour moi, les élus sont là pour penser la stratégie de développement d'un territoire et pas effectivement pour donner leur avis sur un état prévisionnel des recettes et des dépenses, un budget ou tout un tas de décisions qui, finalement, sur lesquelles ils ne vont pas avoir une valeur ajoutée très importante. Et c'est en ça, je pense que notre système de santé, à mon sens, a besoin de beaucoup plus assumer son virage territorial et aussi de faire confiance aux élus. Il y a eu d'ailleurs une aspiration et un appel extrêmement fort au moment du grand débat national, où la santé était l'un des thèmes majeurs de discussion. Il y a eu un besoin aussi de la part des élus de se dire associez-nous, mais associez-nous, je pense, de la bonne manière. Quand je dis bonne manière, ça veut dire associez-nous à la stratégie du territoire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans une région? Une région, elle n'a pas besoin, évidemment, de donner son avis sur les ouvertures, fermetures d'établissements, les autorisations, etc. Ça, ce n'est pas le rôle, concrètement, en tout cas, du politique régional. En revanche, quand on pense stratégie de santé, quand on pense accès aux soins, quand on pense évolution globale de l'infrastructure de santé, là, il y a des rencontres à organiser avec tous les investissements qui vont être faits. Et c'est ça, à mon avis, qui est important de penser cette rencontre et d'assumer beaucoup plus ce virage territorial. Mais j'allais dire, Daniel Ronget, on se dit que peut-être les élus territoriaux sont peut-être mieux placés que l'État, finalement, pour piloter la santé des territoires. Ben ça, c'est une question qui est posée. Peut-être oui. Peut-être oui. Moi, je donnais deux idées. L'idée d'acteurs de santé, maintenant, on ne parle plus uniquement de professionnels. Les acteurs de santé, les collectivités peuvent être un acteur de santé, c'est-à-dire intervenir dans le système d'action sur la santé. Deuxièmement, la politique des territoriales, c'est une politique de la réalité du territoire. Ce n'est pas une sensibilité d'un truc ou d'un autre. Hein. C'est pas, le plus important, c'est prendre en compte la réalité du territoire et d'en faire une action territoriale. Après, par exemple, moi je ne dis pas économique, mais économiste, pardon, mais ce que je vois, c'est que on parle de production économique, mais surtout c'est la façon dont les gens, on leur distribue la question. Ce qui intéresse le politique, c'est comment, vous l'avez dit, la proximité. Le médecin près de la personne, près de la personne âgée, près de l'urgence. Donc c'est vraiment, moi je dis, on connaît ça, vous le connaissez, l'index de développement humain. C'est la question. Qu'est-ce qui compte pour nous? C'est que l'espérance de vie à la naissance et la formation des jeunes de plus de 17 ans. Donc c'est l'index de développement humain. Donc c'est plus une partie du PIB. La santé, c'est autre chose. Et c'est les politiques de terrain, il faut qu'ils s'en emparent. Mais j'ai dit que les politiques de terrain étaient peut-être c'est peut-être audacieux de dire ce que je dis, plus compétents que l'État, sûrement pas. Mais en tout cas, peuvent remonter des réalités qui fait que quand même la loi qui nous est proposée propose ces systèmes, les collectivités liées dans une concertation avec l'ARS, les groupes homogènes, les GHT, toutes les concertations, une politique de territoire, des contrats de territoire. Donc il y a de quoi s'en emparer. Mais je dirais, il faut que le politique se regarde. Qu'est-ce qu'il veut être comme acteur de santé? S'il veut être un acteur de santé, il a tous les moyens pour le faire. Cédric Arcos. Oui, je voudrais juste rebondir, en tout cas poursuivre le propos précédent. Moi, ce qui me frappe beaucoup depuis quelques années que j'exerce dans le système de santé, aujourd'hui sur un pas de côté au niveau du conseil régional, mais c'est que finalement, il y a un mot, je trouve, qu'on a beaucoup oublié dans notre système, qui est celui de subsidiarité. C'était cette idée finalement assez simple qu'à chaque échelon, sa compétence. Et qu'effectivement, dans notre système de santé, on a oublié qu'il y avait des choses qui relevaient vraiment du territoire, de cette stratégie locale, d'un centre hospitalier qui se développe, qui noue des partenariats, qui va avoir sa stratégie. Et puis ensuite, des différents échelons où il y a des stratégies qui ne doivent pas être pensées au même endroit. Et notre système aujourd'hui, finalement, on a beaucoup parlé il y a quelques années, on avait un pacte de confiance.
moi je crois, peut-être au risque de déranger parfois avec ce propos, on a plutôt un système qui est basé sur la méfiance. C'est-à-dire qu'on a plein de systèmes de contrôle qui sont mis en place partout et on a peu de subsidiarité, c'est-à-dire peu de confiance qui sont mis aux différents échelons. Et je crois qu'aujourd'hui, dans l'état de notre système de santé, je crois vraiment profondément que le territoire peut être un outil, un instrument de réconciliation du système de santé, ou plus exactement de son décloisonnement. On souffre tous aujourd'hui dans nos établissements d'opposition de tous les côtés, entre le public, le privé, le libéral, l'hospitalier, le médico-social, le sanitaire. Bref, on pourrait allonger encore le propos très, très longuement. C'est un système extrêmement divisé. Et que paradoxalement, quand on réunit les gens sur le territoire, on voit tout de suite arriver du décloisonnement parce que, je prendrai un seul cas, celui de la santé mentale, qui était un parfait exemple, une parfaite illustration de ce qui a pu être fait, où on voit très bien comment la politique de santé mentale va être alimentée par les transports, va être alimentée par la réflexion sur le logement, par la réflexion sur l'emploi, et finalement comment toutes ces politiques viennent alimenter une réflexion plus globale. Donc je crois qu'à l'heure où on s'interroge beaucoup sur l'avenir de notre système de santé, il faut croire dans le territoire, non pas comme un mantra ou comme une solution à tous les maux, certainement pas. On a besoin, encore plus besoin même d'une politique nationale, mais pour les grandes orientations. Mais je crois qu'on a aussi besoin de décloisonnement et de subsidiarité, mot qui fait un petit peu défaut, je trouve, dans notre système. Rodolphe Bourret, vous avez l'impression, alors c'est une question un peu simple, voire basique, en dehors de l'hôpital public, est-ce que les élus sont suffisamment informés de l'action des autres acteurs de santé, c'est-à-dire les établissements privés, la médecine libérale, CPTS, etc. Quel est votre sentiment là-dessus ? Je crois que oui, ils sont extrêmement vigilants sur les différentes structures qu'il y a au niveau de leur territoire. On voit bien que les élus se battent de manière régulière pour essayer d'amener de la médecine et du soin sur leur territoire. On voit tous les efforts qui sont faits, et la presse s'en relaie pour trouver des solutions sur le manque d'attractivité de tel ou tel territoire. Donc ils en sont conscients. Par contre, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la réalité du terrain. Je reviens sur l'indice humain. C'est extrêmement important. Si je regarde mon territoire, je prends toujours mon territoire comme exemple, sur le taux de surmortalité, par exemple, sur le territoire du Haut-Cambrésis, on est 30% en surmortalité par rapport à la moyenne nationale. On a 10 000 décès par an sur notre territoire. Si on revenait à la moyenne nationale, on pourrait en économiser, si je peux dire comme ça, 3 000. 3 000, je rappelle, c'est à peu près une cause nationale, c'est la mortalité de la route. Et on voit que sur un petit territoire de 800 000 habitants, chaque année, il meurt 3 000 personnes, donc presque dans l'indifférence générale. Et si on regarde les structures de soins qu'il y a sur le territoire du Haut-Cambrésis, qu'elles soient publiques ou privées, on voit qu'on est sur la moyenne nationale. Si on regarde le nombre de consultations faites par notre population sur notre territoire, on voit qu'on est sur la moyenne nationale. Donc on a un taux de surmortalité très important et on a des structures de soins privées, publiques, des accès aux soins qui sont dans la moyenne nationale. Alors pourquoi? Eh bien pourquoi? On ne sait pas. Certainement, il y a un lien sur la précarité. Dans le Hauts-de-France, on a une précarité très forte. Donc on sait que quand il y a de la précarité, l'accès aux soins, l'éducation, tout ça est beaucoup moins facile. Et on a un accès tardif aux soins. Et c'est là peut-être où les politiques pourraient effectivement intervenir. C'est-à-dire qu'on n'intervient pas dans le soin aigu, mais on intervient tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'on ne met plus le patient au centre des structures de soins, on met le citoyen au centre de son territoire. Et il y a une composante qui est une composante importante sur laquelle il faut pouvoir agir, c'est la santé. Et dans la santé, je vais juste terminer, c'est pas au moment où on est adulte où on agit, c'est au moment où on est enfant et où on met en place des actions pour éduquer, faire de la prévention et amener toute la population à avoir un nouveau comportement. Cédric Arcos, alors une réponse tout de suite à ça. Comment les élus peuvent mieux contribuer à ce que vient de dire Rodolphe Bourret? Alors, je crois que le point le plus important, c'est ce qui vient d'être dit, c'est d'agir dès les premiers âges de la vie, et ça suppose des infrastructures et ça suppose de la coordination.
Ce qui aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas bien faire dans notre système de santé, c'est la multiplication des interventions où finalement tout le monde s'occupe un peu de tout, mais personne vraiment va avoir cette vision globale. Moi, je crois beaucoup à la politique d'investissement, à la politique d'infrastructure, c'est-à-dire qu'on a besoin aujourd'hui de penser des filières, de penser la place d'un centre hospitalier universitaire et d'un centre hospitalier général, de cliniques, etc. On a besoin de penser cette organisation-là. On a surtout besoin de penser de son interaction avec les différents acteurs. Je pense notamment aux acteurs économiques, aux acteurs de la prévention. Et ça s'organise et ça nécessite des investissements. C'est en ça que, par exemple, dans la région dans laquelle j'exerce aujourd'hui, la région Île-de-France, on s'est doté d'un plan stratégique en matière de santé, justement pour voir comment est-ce qu'à partir d'identification des besoins du territoire, on a mis en place un observatoire régional de la santé qu'on porte avec l'Agence régionale de santé, et on essaye justement, à partir de ce diagnostic, de voir quels investissements vont pouvoir porter leurs fruits, quelles infrastructures on va peser. Ça, pour moi, c'est très important parce que la vocation qu'on a, en tout cas dans une région, c'est de préparer l'avenir du territoire. On a aujourd'hui, nous, 60% de notre budget d'investissement, c'est-à-dire des effets, des impacts sur le long terme. Et c'est ça, à mon avis, de cette manière-là qu'on peut organiser, beaucoup plus penser, encore une fois, penser stratégie, penser vision globale, et non pas, effectivement, une vision trop sectorisée qui, après, génère beaucoup de difficultés, beaucoup de maux dans notre système. Daniel Rongier. Oui, beaucoup de choses ont été dites, mais la vision un peu du politique de l'affaire, c'est la santé est un bien social. Donc il faut lui donner toutes les attributs du bien social. C'est-à-dire qu'il faut de la coordination de parcours, il faut du parcours de soins, il faut de la prévention, il faut surtout de la coordination entre les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, il faut décloisonner, pas de préjugés, de la confiance, et finalement, avec cela, mettre en œuvre ce que vous avez dit. Pourquoi on est sur mortalité, pourquoi on n'arrive pas à s'organiser ensemble? Je pense que la confiance, en parlant avec les uns et les autres, un climat de sympathie et de dialogue, ça marche. Hein. Donc, les médecins, ils sont comme ça. Hein. Donc, ils râlent un peu, mais après, ils se mettent d'accord. Hein. Donc, ils se mettent d'accord parce que l'intérêt supérieur, c'est le patient, c'est le malade. C'est pour qu'il aille mieux, c'est pour soigner. C'est assez puissant comme histoire. Quelle place la santé va-t-elle occuper dans la campagne municipale? Énorme. Vous pouvez détailler un peu? Non, oui, bien sûr. Énorme, et on est forcément énorme, content de l'entendre, mais... Parce que c'est la proximité pour les gens. C'est-à-dire, c'est ça. Les gens, ils veulent avoir... Aujourd'hui, le système de soins les éloigne du médecin. C'est trop long pour voir son médecin. Donc, il faut que ce soit près d'eux. Il faut aussi qu'ils se sentent bien soutenus dans leur parcours, qu'ils sentent bien qu'ils vont avoir de la prévention, que leur durée de vie soit longue et qu'elle sera de bonne qualité. Donc, ils ne seront pas coincés chez eux au domicile. On va lutter contre les domiciles contraints. On fait ces plateaux techniques qui ne vont pas rentrer en EHPAD quand ils seront trop vieux. Donc, ils veulent avoir une longue vie, une bonne vie. Et s'ils sont malades, il faut que ce soit proche de chez eux et que ce soit de qualité. Voilà ce que le politique veut faire. Il doit le proposer. Il doit se débrouiller pour que ce soit vrai. C'est ça surtout. Il faut que ce soit vrai. C'est la politique de la réalité. Je reviens là-dessus. Est-ce que l'un d'entre vous veut ajouter quelque chose? Sinon, Lamine Garbi, je vous propose de... Peut-être non? Quelqu'un veut... Lamine, je vous en prie, si vous voulez rassembler un peu ce qui a été dit. Oui, j'aime bien, Daniel, j'aime bien la confiance, la sympathie. C'est vrai qu'on obtient beaucoup de choses dans la concertation de la sympathie. Puis vous avez eu un mot qui a attiré mon attention en étant, vu que vous êtes toulousain, vous avez parlé de FIR. Pour nous, le FIR, c'est le Fonds d'intervention régional, qui est une somme d'argent importante laissée à la main des DG d'ARS. Alors, je ne sais pas si peut-être vous le savez, voilà, vous parliez de ça, très bien. Donc, je vais inviter tous mes amis toulousains à vous contacter pour que vous puissiez influencer M. Ricordo, le DG d'ARS d'Occitanie, afin que les FIR, qui sont malheureusement dans l'équité qui nous caractérise, distribués à 99% à l'hôpital public, à ceux, aux grands frères d'en face ou d'à côté. Voilà, donc c'est vrai que, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je pensais que les FIR aussi, on allait pouvoir en obtenir pour les collectivités territoriales, c'est-à-dire qu'on soit le relais, c'est-à-dire un contrat territorial.
Et on est un acteur de santé. Il n'y a pas que les établissements qui peuvent en disposer. Les collectivités doivent pouvoir le faire pour épauler des politiques et d'ailleurs soutenir des établissements qui soient publics ou privés. C'est ça qui va être intéressant. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, ils vont venir discuter avec moi, on ira voir le DGRS, mais peut-être on y va en meute, on va chasser en meute dans cette affaire. Voilà, c'est ça l'idée. Écoutez, je pense que les amis toulousains qui sont présents dans la salle ont entendu et on va prendre votre portable et on va vous harceler. Harceler. Avec le sourire. Cédric, merci pour tes mots. Je sais que tu as un passé santé important et que ça te tient au corps. Et je sais que également, tu souhaiterais que les conseils, que les conseils régionaux soient force moteur dans la santé. Et tu milites pour ça, même pour avoir une cogestion. Tu avais écrit une tribune là-dessus sur une cogestion avec les ARS, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'on souhaite tout de même rester avec un interlocuteur, décideur. Déjà, ce n'est pas toujours facile quand il y en a un. C'est vrai que quand il y en a deux ou trois, ça se complexifie. En tout cas, merci pour ton investissement. Rodolphe, vos chiffres sur Valenciennes sont évocateurs. 450 millions d'euros de budget ou de chiffre d'affaires. Moi, j'appelle ça un chiffre d'affaires. La plus grosse clinique de France, c'est 200 millions d'euros. C'est-à-dire 100 millions de chiffre d'affaires clinique et à peu près 100 millions d'honoraires et d'honoraires, voilà, de radiologie et de nos médecins. Et la plus grosse clinique, c'est 1000 salariés, et vous disiez 5000. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une importance significative de différence de taille et de chiffre d'affaires, et on est un petit peu jaloux, voilà, on vous le dit. On est un petit peu jaloux. Si on avait des budgets de 450 millions d'euros à gérer, je pense qu'on serait quand même plus à l'aise pour mener nos politiques de prévention, de soins et de parcours de santé. Vous l'avez tous signalé, le parcours de santé, c'est l'avenir parce que nos concitoyens, dans cette salle, on est tous des sachants, on est tous des instruits et on a tous sur nos téléphones le bon numéro de portable du bon docteur ou du bon professeur. C'est-à-dire qu'on sait où trouver la bonne personne pour se faire soigner. Et je passe mes journées à trouver des médecins pour des copains ou pour des patients et les orienter. Donc là, on a un réel souci d'information, d'éclairage, pour que l'on puisse trouver la bonne personne et le bon soin, vous l'avez dit, au plus près de chez soi. La politique de santé sera au cœur des municipales, ok, on l'entend un peu à chaque fois. Ce sera le débat des présidentielles, du moins ça a été le débat des présidentielles passées, ce sera peut-être le débat des présidentielles à venir. Voilà, on souhaite que les élus que vous êtes ne soient pas uniquement dans, je dirais, le maintien des structures de soins qui ne remplissent pas un besoin, voilà, de qualité. Voilà. Il y a une certification et comme je dis toujours, les établissements qui sont non certifiés ou certifiés en D doivent faire autre chose que du soin. Voilà, je pense que c'est important. Il faut que chacun prenne ses responsabilités et que les élus ne soient pas toujours avec leur belle écharpe tricolore manifestés dans la rue. Et on sait tous qu'ils ne vont pas se soigner dans ces établissements-là qui sont quelquefois déficients. Voilà, donc il faut avoir aussi le courage politique sur les territoires de faire en sorte que l'on puisse être fier de notre système de santé. Et en tout cas, je suis ravi que la santé soit dans les territoires. C'est le thème de notre congrès. Et merci pour vos témoignages qui ont été très vifs et très enrichissants. Merci beaucoup à tous les trois. Merci.